Dans ce nouvel épisode, Elsa nous raconte son parcours entre freelance, artiste, radio, entrepreneuriat, comment elle a travaillé chez Facebook, puis ensuite lancé Bluepill, ses colo-entrepreneurs avec Pierre. Elle nous raconte tout ça et bien plus encore, et elle nous donne plein de conseils. Donc, je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Elsa, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Créer, Digitaliser et Entreprendre où tu vas pouvoir nous raconter un petit peu de ton parcours avec l'entrepreneuriat. Écoute, moi aussi je suis ravie. C'est un bel exercice que j'avais pas encore fait de faire un podcast. Et du coup, je suis super contente de faire ça. Ok, bon, bah, super. Bon, pour remettre un peu dans le contexte, Elsa, on s'est rencontrés je sais pas quelle année, 2018 peut-être, lors d'un meet-up où tu racontais ton parcours justement pour comment tu avais lancé ta boîte, etc. Donc j'avais déjà beaucoup aimé. Et en fait, par pur hasard, tu travailles avec Pierre, vous avez lancé Colo Entrepreneur ensemble, tu vas nous donner plus de détails. Et donc Pierre a été interviewé dans mon podcast aussi il y a peu de temps. Et donc du coup, on a eu l'occasion de reparler ensemble et c'est super, je trouve, comme quoi le monde de l'entrepreneuriat n'est pas si grand et Bah oui, j'allais dire. il n'y Est-ce a que pas c'est de vraiment hasard. un hasard? Voilà, j'adore dire ça, il n'y a pas de hasard que des rendez-vous. Donc c'est bien si tu suis le mouvement. Euh, Exactement. donc du coup, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours avant l'entrepreneuriat? Je sais que tu as fait aussi du freelance et tu as été salarié. Enfin voilà, raconte-nous un petit peu tout avant de passer à comment tu t'es lancé. Ouais, alors effectivement, comme j'aime bien le dire, c'est vrai que moi j'ai eu un peu l'impression d'avoir plusieurs vies. Parce que du coup, je suis quelqu'un qui suit vachement ses envies, euh, en tout cas qui essaye au maximum de les suivre parce que j'aime pas la frustration, on va dire. Et, euh, et donc, du coup, avant même tout ça, en gros, je vais repartir il y a très longtemps. C'est-à-dire que j'étais en troisième et on devait faire un stage. Tu vois, le stage de troisième, normalement, tout le monde fait un peu le stage classique en magasin ou un truc assez facile et tout. À cette époque-là, moi, j'habitais en Bourgogne et moi, je voulais absolument faire de la radio. J'étais persuadée que c'était ça que je voulais faire de ma vie, etc. Et donc, du coup, j'ai trouvé un stage grâce à ma grand-mère, genre à France Bleu Nord, donc à Lille. Donc, je suis montée jusqu'à Lille pour aller faire mon stage. Et j'ai adoré ça. Ensuite, j'ai continué à faire d'autres stages, apprendre à déménager en Champagne avec mes parents. J'ai continué à faire d'autres stages. J'ai monté une radio dans mon lycée. Et du coup, je pense que pour moi, en fait, le début de l'entrepreneuriat, c'est là. C'est-à-dire que c'est là que j'ai compris que j'aimais monter des projets et que quand j'avais envie de quelque chose, j'allais tout faire et j'allais me donner les moyens de le faire. Et en fait, je pense que vraiment le début, c'était là parce qu'en fait, c'était l'excitation de monter ce projet, de monter une radio, ou même de dire que je suis prête à traverser la France si c'est ça que j'ai vraiment envie de faire pour le faire, quoi. Et donc, voilà, donc moi j'étais persuadée que je voulais faire ça, de la radio, monter sur scène, être actrice. Voilà, bon, mes parents n'étaient pas hyper chauds pour que je fasse les cours Florent ou ils m'ont un peu dirigée vers des études, enfin, mais pas un peu plus dirigée vers des études. Bon, je les remercie parce que j'ai fait une école de com que j'ai adorée et je me suis enfin, je me suis épanouie vraiment dans cette école-là. Mais j'ai toujours gardé ce côté-là un peu en tête. Et donc, du coup, après, mon père m'a dit, mais si tu veux vraiment faire ça, tu peux aussi faire des cours du soir et tout. Et donc, après, une fois que j'ai fini mes études, j'ai fait des cours du soir. J'ai fait l'école du One Man Show de Paris. Ok. Et là, pareil, pour moi, c'est aussi de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que bah, j'ai monté mon spectacle. Donc, je montais sur scène, j'ai monté mon spectacle. En fait, avant d'en arriver à là, parce que bon, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain non plus, euh, j'ai fini mes études, je suis partie en Australie, j'ai travaillé pour des artistes, voilà, Manu Chao, etc. Je travaillais pour des labels de musique. Et en fait, c'est là où ça a un peu germé ce truc de bon, bah, faut vraiment pas que j'abandonne les rêves que j'avais. Et c'est pas parce que j'ai fait des études qu'il faut absolument que je suive un parcours classique. Tu fais des études, tu décroches le job qui va avec les études que tu as fait. Et voilà. Et en fait, les Australiens sont pas du tout dans ce move-là. En fait, vu que les études sont assez chères, ils s'arrêtent parfois dans leurs études, ils travaillent, ils font certaines choses, ils reprennent les études, etc. Et donc moi, quand j'étais là-bas, ça m'a vachement aidé à mûrir un petit peu toutes ces idées-là que j'avais déjà et déculpabiliser en fait ce truc à la française qui est très normé, je trouve,
parcours-là, qui est en train de petit à petit de changer, mais qui est encore très normé, on va dire. C'est vrai. Et en fait, quand je suis rentrée en France, je suis allée voir une psychologue du travail qui m'a vachement aidée à me dire, bah écoute, faut vraiment que j'ai l'impression que tu sois pas frustrée, effectivement, que tu suives tes rêves. Et elle m'a dit, moi, ce que je ferais à ta place, c'est que je me donnerais 6 mois, 1 an. Et je fais tout ce que j'ai envie de faire. Elle m'a dit, ton diplôme, il va pas disparaître. Et si vraiment, à la fin de ces 6 mois, 1 an, tu te rends compte que ça te permet pas d'être heureuse, soit pour une frustration financière, soit parce que finalement, tu te rends compte que c'est pas ce que tu voulais faire, ton diplôme, il sera encore là et tu pourras très bien trouver un job dans la communication, quoi. Et donc là, je me suis mis à fond dans le théâtre. Donc effectivement, j'ai fait les cours du soir, j'ai fait l'école du one-man show, j'ai fait mon spectacle. Donc, enfin, je le faisais déjà avant. Donc là, j'ai créé vraiment un spectacle. Je suis montée 6 mois sur scène. Donc Et vraiment, je tu te produisais sur quelle scène? sur au théâtre de la Cible à Paris, D'accord. qui est un petit théâtre où il y a plein de gens qui sont passés par là. Baptiste Le Caplin, qui est assez connu maintenant. Et j'ai fait l'école du one-man show que Bérangère Krief a fait. Enfin, et je jouais le soir, donc au Paname, avec le Whoop, avec Norman, avec plein de voilà d'humoristes qui ont bien décollé maintenant. Ouais. J'ai fait ça pendant 6 mois. Tous les autres soirs, du coup, je jouais sur scène pour faire la promo de mon spectacle. Et à côté de ça, du coup, j'avais toujours cette idée de radio. Et donc, du coup, je suis allée travailler chez Radio Marais, Ok. où j'étais co-animatrice avec Willax, où du coup, on recevait plein de rappeurs. Donc, c'était encore pareil en connexion quand même avec le label de musique avec lequel j'avais travaillé. Et donc, on a reçu pas mal de rappeurs très connus, Tunisiano, Black M. On a reçu le Whoop aussi, justement, on recevait des humoristes, etc. Et tout. Et donc, ça a été vraiment une période de ma vie que j'ai adorée. C'est ma période saltimbanque, Ouais. comme je l'appelle. Mais du coup, ça m'a permis vraiment de développer tout ce côté créatif dans lequel j'étais vachement frustrée. Parce qu'en fait, en communication, du coup, je travaillais pour des artistes, je travaillais pour des labels de musique, etc. Donc j'aimais ça. Mais je développais pas du tout ce côté artistique et j'ai compris que en fait, bah, moi, j'étais frustrée de ne pas le développer. Du coup, j'ai fait ça pendant 1 an. J'ai fait aussi, je suis partie, j'ai fait animatrice de vacances et tout pour adultes. Donc vraiment, j'ai fait toutes les envies qui m'étaient passées par la tête parce que pareil, j'ai toujours voulu faire ça, voir ce que ça allait être d'être animatrice. Donc pareil, je montais sur scène, je faisais des spectacles, j'organisais des activités sportives, etc. Et finalement, quand je suis revenue de cette année-là, je me suis rendu compte que c'était sympa de monter sur scène, que j'aimais ça, mais qu'en fait, répéter tous les soirs la même chose, c'était pas non plus ce qui me comblait. Et puis aussi, financièrement, ça devenait compliqué de tout faire. Et donc, du coup, c'est là où, en fait, je me suis lancée mon premier statut freelance, effectivement. Je me suis dit, faut que j'essaye de trouver un juste milieu entre le fait de me développer artistiquement, moi, de suivre quand même des choses que j'avais envie de faire, et en même temps de gagner de l'argent. Et finalement, j'aime quand même faire de la communication. Enfin, c'est pas finalement, j'adore ça. J'aime faire de la communication, j'ai aimé mes études. Et du coup, c'est quand même dommage de pas développer non plus ce côté-là, quoi. Ah non, mais alors attends, là on arrive à quelle année? Et là, on arrive, c'était, je sais pas, il y a 7 ans de ça. C'était juste avant que j'aille chez Facebook. Ok, donc il y a 7 ans, tu avais déjà eu je sais pas combien de vies. Donc quand Pierre me disait tu verras, Elsa, elle a eu je sais pas combien de vies, il était vraiment sérieux. Trop bien, trop intéressant en tout cas. Et bah vas-y, continue du coup en freelance, qu'est-ce que tu as fait? Et du coup, bah, je sais pas si c'est je sais pas combien de vies, parce qu'en fait, on peut effectivement considérer que c'est plein de vies, puisque j'ai fait plein de choses différentes. Je suis partie du coup vivre à l'étranger, effectivement, j'ai fait des stages à l'étranger. Mais en même temps, c'est ça qui, je pense que c'est tout ça qui m'a construit et qui m'a permis d'en arriver, je pense, là aussi où j'en suis. Parce que ça a permis bah, de développer mon anglais, de développer mon aisance sur scène, du coup, développer ma communication avec les autres. En fait, tout ça m'a aidé à, je pense, enfin, ça m'a aidé à monter un spectacle, enfin, trouver des personnes qui viennent à ton spectacle, les convaincre, c'est être aussi commercial, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc, en fait, pour moi, tout ce que tu fais dans ta vie, même si à un moment donné, tu as l'impression que ça n'a pas fonctionné, ou voilà, si je pense que tu es allé au bout des choses, tu peux te dire, bah finalement, ça m'a appris, et surtout de se dire qu'est-ce que ça m'a appris et en quoi je peux m'en servir autrement. Et c'est pas parce que tu montes sur scène que ça va pas t'aider à demain à monter un business, quoi. Mm. C'est des choses qui sont hyper liées, quoi. Et t'as appris du coup des qualités comme bah, déjà savoir pitcher, mine de rien, c'est des choses que
on doit faire en tant qu'entrepreneur, savoir être devant la caméra, ou, enfin maintenant on le fait beaucoup sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même pas facile de venir parler à sa caméra et dire ok, moi je fais ça, je vends ça, tu viens et tout. Et donc ça, pour le coup, tu l'as acquis aussi comme ça, les études de théâtre, ça te permet d'avoir un certain aura, d'être un petit peu plus sûr de toi, etc. Ah bah c'est sûr que de dire coucou, je suis personne, viens payer 10 ou 15 euros pour voir mon spectacle dans une petite salle parisienne. Bon bah voilà, faut quand même. Et puis des fois j'ai joué, autant des fois j'ai joué devant des salles de 300 personnes, qui c'était incroyable, autant j'ai aussi joué devant 3 personnes quoi. Et là, devant 3 personnes, faut s'accrocher. C'est plus dur parce que faire rire 3 personnes qui sont juste en face de toi, c'est pas la même chose que quand t'es assis au café avec tes potes quoi. Ouais, c'est sûr. Donc, ça t'apprend aussi vraiment, voilà, effectivement, bah, à pitcher pour donner envie. Puis ça t'apprend aussi à garder une certaine constance, quoi. Parce que des fois, dans le monde de l'entrepreneuriat, t'as des personnes qui sont en face et qui vont pas hésiter à te démonter, ou justement à pas te lâcher un seul sourire, etc. Et bah, ça t'apprend à toi aller jusqu'au bout de ton idée. Et pas dire, ok, bon, bah, ça fonctionne pas, je sors de scène, tant pis, j'arrête. Non, non, j'ai mon texte, je sais que je vais les accrocher, je vais aller jusqu'au bout. C'est ce que Pierre me disait aussi dans son épisode. Il y a des moments où ils ont fait des conférences et avec une, deux, voire trois personnes. Et ils s'en sont servis comme de l'entraînement, en fait. Plus que de se dire, bah, on va vendre notre truc. Et au final, ça sert parce que, mine de rien, c'est limite plus oppressant d'être avec moins de personnes qui sont vraiment à l'écoute que d'être avec plein de personnes qui vont prendre par-ci par-là ou alors qui vont rire en fonction du rire des autres et du coup ça passera. Trois personnes, c'est quand même stressant, quoi. C'est stressant, puis c'est vrai que même eux, ils sont mal à l'aise de rigoler sur certaines choses. Donc c'est aussi, ouais, travailler le fait de les mettre à l'aise. Et puis, ouais, vraiment la détermination de se dire, je vais trouver. Je vais trouver ce qui va les accrocher, ce qui va les faire passer un bon moment, parce qu'ils ont quand même payé, ils sont là. Donc voilà, il y en a qui étaient juste de passage, donc tu peux pas leur dire, bah revenez une autre fois. Donc c'est aussi vraiment, je pense que ça m'a appris beaucoup de détermination que j'avais déjà appris en amont, parce que moi je fais de la boxe depuis que j'ai 14 ans. Donc, je pense D'accord. que de ce côté-là aussi, vachement, j'ai fait de la boxe en compétition et tout. Donc, je pense que ça m'a pas mal appris aussi à, justement, bah voilà, quand tu t'engages dans quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Et puis comme ça, après, t'en tires dans des enseignements. Et puis si tu perds, bah, qu'est-ce que t'en as appris? Et puis comment tu fais pour t'améliorer ou passer à autre chose parce que ça te convient plus, quoi. Dans un autre épisode, on disait justement qu'en entrepreneuriat, finalement, on fait pas d'erreur, on apprend et ni d'échecs. En fait, on apprend de ce qui a moins fonctionné, comme tu disais juste avant. Ce qui n'a pas fonctionné, bah ok, comment je pourrais faire mieux la prochaine fois, ou en tout cas bien se remettre en question pour se dire ok, bah ça n'a pas fonctionné, pourquoi, etc. Enfin, vraiment se poser les bonnes questions, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment se dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le disent de plus en plus maintenant, mais que voilà, comme tu le disais, il n'y a pas d'échecs ou de mauvaises choses. Mais voilà, tu n'as que des choses que tu es en train d'apprendre. Et au-delà de ça, moi, je pense que chaque chose que tu fais, même si tu fais des études qui ne sont pas exactement ce que tu vas faire dans 10 ans, ben, c'est une clé. En fait, on était juste en train d'apprendre certaines choses qui te serviront à faire d'autres choses. Et c'est ça, moi, quand je donne cours, effectivement, à mes étudiants, souvent, c'est ce que je leur dis, bah, je vais pas vous donner un cours théâtral, et puis, ça se trouve, enfin, moi, mes études, j'ai fait relations presse, relations publiques, événementielles. C'est pas du tout ce que je fais maintenant, mais j'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses qui m'aident quand même au jour le jour dans ce que je fais. Et en fait, pour moi, un bon prof et les bonnes études, elles sont juste là pour t'aider à réfléchir d'une certaine manière, à essayer de condenser tes idées, à essayer de les exprimer et voilà, à travailler en fait ton cerveau. En fait, pour moi, les études, c'est juste ça t'aide juste à ça. Et après, il y a certaines choses, tu vas te rendre compte que tu es plus doué. Et puis finalement, tu l'auras pas appris dans tes études, mais tes études t'auront permis de. Et puis après, il n'y a pas que les études, effectivement, tu peux te former en montant sur scène, ou en faisant une école de radio, ou en lisant des bouquins. Enfin voilà, pour moi, il n'y a pas un chemin. Et c'est vrai que j'insiste là-dessus parce que moi, je suis pas, même si j'ai fait un master, je n'ai jamais été exceptionnelle à l'école.
J'ai même eu des grosses difficultés, notamment en orthographe. J'ai des problèmes de dyslexie, etc. Maintenant, j'ai plus honte de le dire. À l'époque, j'avais honte de le dire. J'ai fait beaucoup d'orthophonie et tout. J'ai eu très peur, du coup, de pas réussir, etc., de pas avoir mon bac et tout. J'ai eu beaucoup de pression là-dessus. Et finalement, maintenant, effectivement, je vais y venir, mais j'ai monté plusieurs sociétés, je gagne très bien ma vie, j'ai eu mon master, et voilà. Mais effectivement, je pense que je suis pas la petite fille parfaite qui a eu que des bonnes notes et qui a fait des super études. Non, non. Moi, j'ai galéré, je me suis accrochée, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Et après, je sais que maintenant, il y a certaines choses pour lesquelles je suis meilleure que d'autres. Et vu que maintenant, je peux choisir ce que je fais, ben, je cultive, on va dire, mes talents. Et ce pourquoi je suis moins forte, soit je le travaille, soit je m'entoure de certaines personnes qui le font mieux que moi. Et du coup, qui le feront plus efficacement, quoi. Donc, une des clés, c'est aussi apprendre à savoir déléguer sur ce pourquoi on n'est pas expert dans ce domaine-là, quoi. Exactement. Pour moi, il y a deux façons. C'est soit on s'accroche réellement, on travaille dur et on apprend, parce que c'est toujours bien, je trouve, d'acquérir des compétences. Et puis, il faut aussi savoir lâcher prise à certains moments donnés. Effectivement, prioriser et déléguer quand on peut se permettre de déléguer, bien sûr, mais c'est hyper important de s'entourer, soit de s'entourer des bonnes personnes, soit de déléguer. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais, je suis d'accord, c'est vraiment très important et on en parle à chaque fois que on parle d'entrepreneuriat, de gens qui se sont associés, etc. Et justement, on s'associe avec des gens qui ont peut-être les mêmes valeurs, mais qui ont des expertises différentes qui nous permettent d'avancer ensemble et de se booster, de se développer, quoi. Non, complètement. Et, euh, et du coup, pour en revenir là où j'en Oui, étais, pardon, du coup, mon premier statut freelance. Donc, je travaillais pour quelques artistes, voilà, donc toujours un peu dans le milieu artistique. Donc, et finalement, donc, j'ai un de mes amis d'école qui m'appelle et qui me dit écoute, Elsa, je suis rentrée chez Facebook et on est en train d'ouvrir sur le marché français des postes d'account manager. Donc, c'était vraiment les débuts de l'évangélisation, on va dire, de la publicité sur Facebook. Et donc, il me dit je te vois. T'es exactement le genre de personne que je vois dans mon équipe. Pour moi, voilà, il nous faut quelqu'un qui est déterminé, prêt à apprendre, parce que finalement, c'était des nouvelles choses. Donc, fallait, de toute façon, il ne demandait pas, il cherchait pas quelqu'un qui savait déjà tout, mais qui était prêt à apprendre et surtout qui avait un bon esprit commercial et qui avait pas peur d'aller chercher, d'aller trouver des clients et d'aller leur expliquer quoi. Et donc là, j'ai été prise chez Facebook. Je mets des guillemets parce que quand tu es pris chez Facebook, t'es pas tout de suite pris parce que le processus est un petit peu long. Mais voilà, j'ai passé les entretiens et donc français, anglais, donc tu pars à l'étranger. Ils ouvraient une succursale à Lisbonne, donc moi c'était le rêve. J'allais partir au Portugal en plus. Et donc je pars là-bas. Donc là, tu as un mois de stage, donc en anglais, pour apprendre tout ce que tu as à apprendre. Et bien sûr, si tu réussis pas les tests, bon bah tu fais tes petites valises et puis tu repars. Bon, c'est pareil, hein, moi il y a eu des moments où c'était limite, mais j'ai réussi. Donc voilà, j'ai pas réussi haut la main, mais en tout cas j'ai réussi. Et donc là, première expérience chez Facebook, avec des choses positives et des choses négatives, comme dans toutes les entreprises. Mais vraiment, moi j'ai adoré. Je me suis vraiment révélée là-dedans parce que en fait, on avait beaucoup de clients à gérer. Moi, je devais rapporter 3 millions tous les 3 mois à peu près à Facebook. d'accord. Alors après, j'appelais des clients qui dépensaient déjà de l'argent hein, sur Facebook. D'accord, Donc, ils tenaient ton book of business. Donc, c'était le coq sportif, le slip français. Enfin, d'accord. on avait vraiment, mais on avait aussi des e-commerce pas du tout connus qui commençaient à se lancer. Donc, ce qui était fou, c'est qu'on était avec plein de marchés européens. Donc, on était avec des Italiens, des Allemands. Ouais. Enfin, le melting pot était assez incroyable. Et donc là, effectivement, tu as intérêt à être préparé parce que quand tu appelles le responsable marketing du coq sportif pour lui expliquer que ce qu'il fait, c'est pas assez bien. Ouais, T'as des chances pour qu'ils te disent t'es qui? c'est ça. C'est qui? Ah, Elsa de chez Facebook. Mais Facebook nous appelle maintenant. Eh oui. Et je vois tout ce que tu fais sur ton compte publicitaire. Donc, non, non, mais c'était fou. C'était le début de tout ça. Donc, c'était aussi parfois un peu mal organisé, mais c'était aussi une euphorie de tout ça parce qu'il y a un peu ce côté trading. Tu voyais tes résultats sur le tableau. Tu gagnais des vouchers. Tu pouvais partir en week-end. Tout Ah était oui, payé. Enfin, c'était assez drôle, quoi.
Ouais, c'était un peu j'avais l'impression d'être un peu dans le Blue de Wall Street parfois, donc non, non, franchement, c'était très drôle. Et puis Facebook a cette capacité à essayer de t'enlever toute la charge mentale. Donc t'as pas de loyer à payer, t'as pas de ménage Ah ouais? spécialement à faire chez toi parce que t'as une femme de ménage. Enfin voilà. Donc en fait, tu n'as que le travail auquel penser. Après, c'est un peu particulier parce que du coup, tu te rends compte au bout d'un moment que que tu traînes C'est que ça. avec des gens de chez Facebook. Et du coup, tu fais aussi que des blagues très fixées sur Facebook. D'accord. Du coup, c'est assez drôle. Mais vraiment, sinon, la vie à Lisbonne et au Portugal, c'était incroyable aussi. C'est l'une des villes dans laquelle j'ai préféré vivre. Ah oui. Franchement, pourtant, j'ai vécu en Angleterre, en Espagne, en Australie, enfin, dans plein de pays, et dont plusieurs villes en France, parce que avec mes parents, j'ai pas mal déménagé. Et vraiment, Lisbonne, c'est le mix parfait entre une capitale qui bouge et la Dolce Vita et la plage, et les Lisboètes sont vraiment adorables. J'ai vécu 2 ans, un peu plus de 2 ans là-bas, et c'était, ouais, j'ai adoré ça. Donc en fait, quand tu travaillais chez Facebook, tu étais basée à Lisbonne. Ouais, exactement. D'accord. Donc tu es restée chez Facebook un peu plus de 2 ans. Voilà. Et donc, en fait, sur les 6 derniers mois, en gros, moi, j'avais de plus en plus de clients parce que quand même, mon poste était assez défini, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses que j'avais pas le droit de faire, c'était uniquement du conseil. Mhm. Et donc, moi, j'avais toujours mon statut freelance qui courait en France, dont je ne me servais plus. Et en fait, j'avais de plus en plus de clients qui me disaient, bah écoute, moi, Elsa, j'aimerais bien aller plus loin, j'aimerais que quelqu'un le fasse à ma place, parce qu'ils n'avaient pas le temps et qu'ils avaient les moyens. Ou, bah tiens, j'aimerais avoir une vraie conférence sur ce que tu fais, etc. Et du coup, ça m'a donné une idée. Et en fait, j'avais donc du coup mon ancien camarade de classe qui lui aussi avait commencé à dire ah, j'aimerais bien monter un business. Parce qu'en fait, à force de voir des e-com qui cartonnaient, enfin des choses comme ça, t'as aussi ça qui te trotte. Parce que tu te dis, bah moi j'ai les capacités, j'ai les connaissances, pourquoi je le fais pas quoi. Et donc du coup, moi je lui ai dit, écoute, moi je pense que j'ai déjà des clients potentiels. Donc viens, on monte un truc tous les deux. Et donc là, il me dit, bah écoute, j'y pensais depuis un petit bout de temps. Justement, j'ai presque même le nom de la société en tête. Et du coup, je dis, ah bah énorme. Et puis on se connaît depuis 10 ans, quoi. Donc on se Ouais. connaissait hyper bien, quoi. Donc du coup, on commence à faire une réunion. Moi, je lui dis, pour l'instant, j'ai mon statut freelance. Si tu veux, je les réactive. Et puis voilà, on commence à avoir un ou deux clients. Puis on voit ce que ça donne, quoi. Il me dit, ok. Donc, au début, vraiment sans se prendre la tête. On fait ça. Puis finalement, très vite, on voit que ça fonctionne, mais on n'y connaissait rien au réel, on va dire, entrepreneuriat. Parce que le statut de freelance et être entrepreneur, des fois, c'est aussi un jump quand même. Bah ouais. Et donc, regarder les prix du marché, combien on se vendait, parce que c'était pas à l'époque, ça n'existait pas ce qu'on faisait vraiment. Donc, on s'est comparé à des experts Google pour essayer de voir combien ils vendaient, réfléchir à ce qu'on allait proposer réellement comme prestation, etc. Donc, analyser les demandes et tout. Et donc, du coup, le nom de la société est venu très très vite. On avait hésité avec un autre truc, un rapport avec l'échec, je me rappelle même plus. Et puis finalement, Blue Pill Consulting, c'est venu assez vite. Et Parce donc que, pourquoi Blue Pills? Alors, alors parce que le bleu, c'est déjà le bleu de chez Facebook. mhm. Donc c'est vrai que bon, on baignait vachement là-dedans aussi à l'époque. Donc Ouais. voilà. Il y avait aussi le délire de la pilule bleue et la pilule rouge dans Matrix. Mhm. Parce qu'on voilà, quand même, on est en train de gérer des datas, etc. Et puis aussi, en fait, la pilule bleue, c'est le Viagra. Et on parlait de performance tout le temps. Oui, c'est vrai. Et ça, moi, je me suis dit, c'est quoi, très bien. Parce que ça, c'est sûr que les clients vont le retenir quand je fais la blague. Et du coup, ça va rester. Carrément. Et en fait, à l'époque, on faisait plus du consulting, parce qu'en fait, c'est ce qu'on faisait au jour le jour pour Facebook. Donc, on était plus parti sur ça, en fait, à la base. Donc, on s'est dit, bon, on va s'appeler Blue Pill Consulting. Et on voulait, vu qu'on travaillait énormément déjà en anglais aussi, on voulait quelque chose qui fonctionne autant en France qu'au Portugal, qu'en Angleterre, etc. Donc il y avait tout pour que ça fonctionne. Et puis on s'est dit, en plus, on va faire des petites pilules sur nos cartes. Si on doit fêter les 1 an de la boîte. Enfin, en plus, on a vu qu'on vient tous les du monde de la com. Moi, Oui. j'imaginais déjà des events avec les délires avec la pilule. On se disait, ah, on peut développer le truc en disant, ah, tu prends cette pilule, t'as ça, cette pilule, t'as ça. Enfin, donc voilà, donc on avait aussi tout développé, donc tout coulait de source dans notre développement aussi de notre com, et ça nous éclatait quoi.
C'est surtout ça. Je pense qu'il faut aussi se dire que quand tu crées un truc, il faut que ça te ressemble. Et Ah nous, oui, ça nous voilà. fait marrer, quoi. Et que tu plein d'idées avant même de démarrer dessus, comme ça te laisse aussi, du coup, ce que tu disais tout à l'heure, libre cours à ton imagination. Là, tu pouvais vraiment, t'étais libre de créer, d'imaginer, et t'étais pas frustré, quoi. C'est ça. Et vraiment, ouais, faut que ça t'éclate, en fait, quand tu montes un truc. Et déjà, moi, j'aurais jamais monté toute... Enfin, j'aurais eu beaucoup de mal, moi, à monter toute seule un business, parce que j'ai besoin de partager ça. Mm. Alors, non pas que tu peux pas partager avec tes amis ou avec la personne avec qui partage ta vie, hein. Moi, j'ai été vachement soutenue, j'ai pas eu trop de problèmes avec ça. Vraiment, moi, mes parents, tout le monde m'a vachement soutenue. Même chez Facebook, Ouais, quand j'ai dit que je montais mon truc, hyper genre supportif, tu vois, c'est très à l'anglo-saxonne, en mode ah, mais c'est génial et tout, vous allez bien. cartonner, Elsa et tout. Mais partager vraiment avec quelqu'un qui fait la même chose au jour le jour avec toi, c'est quand même autre chose. Parce qu'il ressent exactement les mêmes doutes, enfin voilà, il ressent la Ouais, même joie quand tu décroches un client, un gros contrat et tout. Lui, il a la même excitation normalement que toi, quoi. c'est clair. Donc ça, c'était hyper important. T'avais bien choisi ton associé. Ouais. Et du coup, pareil, on était complémentaires parce que lui, bah, à la base, c'est plus un motion designer, mais voilà, il est plus technique que moi, il est plus précis. Il est aussi moins. Disons que moi, je suis un peu plus. Je veux faire un truc, on y va. Lui, tant que c'est pas parfait, je veux pas y aller. Donc, il t'a calibré un petit peu, Moi, il il m'a t'a mis calibré, mais des moi, gros je pense que stops. je l'ai aidé à démarrer aussi, hein, parce que Ouais, sinon, on serait encore à la création. de Loopy. On serait Bon, alors, encore on en la train met de quelle couleur, quelle forme, quel machin, t'es sûr? Ouais, puis plein de choses. Au début, c'est vrai qu'il m'en voudra pas, hein, Rodrigue, quand tu écouteras ce podcast. Mais c'est vrai que et je le comprends. Il voulait pas qu'on s'attaque tout de suite à des grosses sociétés, il trouvait qu'on Mm. n'était pas assez prêt, pas assez pro, ce qui est normal, ce qui était vrai. Et c'est vrai que moi, de temps en temps, j'y allais un peu plus. Je disais, mais si, allez, c'est bon, on peut attaquer cette société, allez, on y va. Et donc voilà, donc c'était vraiment, enfin, c'était et c'est toujours un très bon mélange parce qu'on a chacun vraiment nos personnalités et notre façon de fonctionner. Et ça va faire presque ouais, 4 ans et demi qu'on travaille ensemble, on s'est jamais disputé. Pas de grosses disputes en tout cas. On s'est un On peu a- disputé, mais pas beaucoup. Non, mais on a des désaccords, mais on s'est Oui, jamais voilà, gueulé dessus au point de se dire, voilà, c'est bon, je déjà, lâche tout. on est vachement, voilà, on a une bonne discussion et pourtant on se voit pas souvent parce que du coup, entre temps, moi je suis rentrée en France et il est toujours à Lisbonne. D'accord, Donc, du coup, donc, le siège de la société, on l'a monté là-bas, donc à d'accord. Lisbonne, au Portugal. Et puis ça a commencé à bien fonctionner et à avoir de plus en plus de clients, puis surtout de plus en plus de belles marques, Mhm. de belles sociétés qui sont connues. Comme Et donc, quoi, par exemple? comme bah, actuellement, on a Zalando, on a Petit D'accord, Bateau, ok. Bien. on a Tiller, on a eu Redskins pendant plusieurs années, des artistes, enfin voilà, on travaille même avec des avocats, enfin vraiment, on travaille avec des typologies de clients hyper différentes, quoi. Ok. Donc, Et du coup, dès que tu as lancé Bluepill avec Rodrigue, c'est ça? ouais, Oui. Tu as démissionné de Facebook ou t'es resté un petit peu en parallèle? je suis restée en parallèle pendant 6 mois. D'accord. Et après, pourquoi le déclic de te dire, ok, là, faut vraiment que j'arrête? La fatigue. Non, mais ouais, c'est au bout d'un moment, bah déjà au début, tu te dis bon bah faut quand même que je vois parce qu'on ne pouvait pas se payer tout de suite. Enfin, Hmm. même si on fait du service, fallait quand même qu'on accumule un petit peu d'argent parce qu'il Ah faut oui. payer la comptable, il faut payer l'ouverture de la société, etc., etc. Donc au début, on a fait le statut de freelance. Après, on s'est dit ok, on va vraiment monter le statut de société. Donc on s'est lancé là-dedans, etc. Et puis après, c'était une fois qu'on a considéré qu'on pouvait se faire un salaire à peu près correct pour vivre, en tout cas, pas pour vivre très bien, mais juste pour vivre et payer nos dettes, enfin payer ce qu'on a payé, quoi. On s'est dit ok. Et en fait, c'est moi qui me suis lancée en première, parce que du coup, moi, je voulais rentrer en France. À ce moment-là, j'en avais un peu marre, et puis j'avais voilà, besoin de ma famille, d'autres choses, et je me voyais pas rester au Portugal finalement et vivre là-bas. Et puis surtout, je sentais que pour développer vraiment la société, il fallait que je rentre à Paris et que je vois mes clients, quoi. Hmm. Oui, parce que J'ai senti la plupart que des clients, du coup, étaient français. finalement, la plupart de nos clients étaient quand même français.
Et en fait, moi, j'avais quand même un gros réseau à Paris. Et je sentais que si je rentrais à Paris, bah, comme là où tu m'as rencontré, faire des conférences, etc., etc., ben, c'est ça qui allait permettre vraiment à Blue Pill de décoller, quoi. Ok. Et donc, du coup, par la suite, qu'est-ce que vous avez fait pour développer Blue? Puis, tu es rentré à Paris, tu as commencé à faire des petites conférences, des choses comme ça, à rencontrer tes clients. Et vous avez développé Blue Pill avec une équipe ou comment vous travaillez du coup? Ouais, alors on a développé Blue Pill de deux façons. Donc, effectivement, bah, déjà, la prospection commerciale, c'est surtout moi qui l'ai faite, parce que j'aimais ça. Donc, c'était donner des conférences, prévenir un peu tous nos contacts. Finalement, le bouche à oreille a marché assez rapidement parce que je pense qu'on est plutôt bon et surtout on est très transparent dans le travail qu'on fait. Ça, c'est quelque chose qu'on met énormément en avant, c'est-à-dire qu'on ne cache rien. Alors qu'il y a beaucoup d'agences à l'époque qui cachaient les budgets en disant bah donnez-nous, je sais pas, 3 000 euros. Ils disaient pas réellement combien eux ils prenaient sur ces 3 000 euros et combien ils investissaient. Ils ne donnaient pas toujours les vrais résultats parce que c'était très euh, compliqué encore, c'était assez opaque à l'époque. Et donc nous on est arrivé en mode non, nous on est hyper transparent, on va expliquer comment ça fonctionne. Et en fait il y a des gens qui disaient mais non, mais si vous commencez à expliquer, vous allez bouffer le marché, c'est pas bien, les gens vont vouloir le faire eux-mêmes. Oui, mais en fait dans la vie il y aura toujours des personnes qui voudront le faire eux-mêmes et des personnes qui se diront non, je préfère avoir un expert qui s'en occupe parce que je n'ai pas le temps. Et moi je pense qu'une personne qui veut faire les choses elle-même et qui veut pas payer, de toute façon soit ça sera un mauvais payeur, soit de toute façon il trouvera toujours un moyen de le faire lui-même. Donc autant en faire un business. Donc nous, on a proposé des formations, du coaching et puis du client en main. Et finalement, on gagne beaucoup plus notre vie avec le client en main et c'est finalement ce qu'on nous demande le plus. Comme quoi les entrepreneurs, les entreprises, ils savent très bien que quand ils n'ont pas le temps et pas les compétences, ils n'ont pas envie de s'embêter à Non, l'apprendre. puis c'est un vrai métier. Enfin, il faut s'y mettre entre guillemets toute la journée, etc. pour le faire. Enfin, on s'invente pas. Enfin, community manager ou autre, ou voilà, faire de la pub sur les réseaux sociaux. Enfin, ça s'invente pas. C'est pas inné pour tout le monde, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est vrai qu'on a misé en fait sur l'intelligence des entrepreneurs et on a eu raison parce qu'en fait, quand ils ont clairement pas le temps, ou alors des fois justement on en a au téléphone au début ils pensent prendre du coaching et après on leur demande sincèrement est-ce que tu as le temps de le faire? Ouais. Ouais bah non en fait je vais m'y mettre 1 heure par semaine et puis ça va me saouler. Bon ok bah vaut mieux que tu nous payes nous, t'inquiète pas tu vas être très vite rentable. Normalement si on fait bien notre boulot et que tout est bien fait en amont et que voilà maintenant on arrive à faire un très bon audit, on voit que ça va fonctionner. Et une fois que, attends, on a des clients qui font 14 de retour sur investissement, je peux te dire qu'ils préfèrent nous payer et avoir l'esprit tranquille. Oui, et puis c'est surtout, voilà, il faut que le résultat soit là. Si, s'ils font appel à vous et qu'il n'y a pas de résultat, bah là, forcément, ils sont pas contents. Mais par contre, s'ils font appel à vous juste pour de la formation et qu'ils disent, OK, je vais m'y mettre, et qu'ils n'ont pas de résultat, bah clairement, leur formation, c'est bien, ils sont formés, mais s'ils mettent pas en place, ils peuvent s'en prendre qu'à eux de pas avoir des résultats, quoi. C'est ça. Donc, non, non, c'est pour ça que je pense qu'il Mm. vaut mieux être sincère, être transparent dans tout ce que tu fais, dans ton business, dans l'apprentissage, dans l'entrepreneuriat surtout. Et donc finalement, donc on s'est développé comme ça. Après, donc du coup, on a pris des partenaires. Mhm. En fait, on s'est associé à des personnes qui étaient douées dans d'autres domaines proches du nôtre. Donc, création de site internet, Google Ads, voilà, UI, UX, création d'applications. D'accord. Et puis aussi, du coup, on a commencé à prendre des personnes dans notre équipe. Surtout Thomas, qui est resté presque 2 ans avec nous, là, qui est reparti vers d'autres aventures. Mais voilà, donc pareil, donc on a développé l'équipe et on a développé des partenaires. D'accord. Et Et donc, du coup, quand vous développez des équipes, c'était des gens qui étaient en freelance ou qui étaient salariés de Booking? alors, on a eu les deux, freelance, étudiants, enfin, on a eu un peu, on a tout, voilà, D'accord. dans le développement de la société. Voilà, alternance, stagiaire. La première qu'on a prise, c'est une stagiaire. Le premier, c'était, bah, c'est un peu normal. Ouais, En général, normal, logique. la première chose que tu fais, c'est ça. Donc voilà, donc petit à petit, en fait, on se développe. Après, on n'a pas l'ambition. Je dirais pas que c'est pas une ambition, pas l'envie. Mhm. À pas confondre parce qu'on a de l'ambition. On n'a pas l'envie de devenir une énorme agence. Entreprise. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de retomber dans ce métro boulot dodo. Et le fait, moi, ça me fait pas rêver. J'aime bien le management, mais manager une équipe toute la journée,
et des problèmes, etc. et tout, déjà on se prend la tête sur l'administratif avec nos comptables, etc. et tout, je ne me vois pas faire ça toute la journée. J'ai envie de Et rester dans du concret aussi et de continuer à prospecter, de continuer ouais, et je pense que peut-être que je me trompe, mais en tout cas ceux que j'ai rencontrés, ceux que je connais, les directeurs de grosses sociétés, finalement c'est plus du management et de la gestion et de l'administratif que, bah, en fait, ils font plus le travail pour lequel ils étaient. Enfin, c'est un travail en fait. Donc, c'est pas une envie qu'on a tous les deux spécialement. Alors, le fait de, oui, de chapeauter une équipe, de fois de sortir de certains comptes un peu chronophages, oui, mais complètement à 100%, c'est pas quelque chose qui nous donne envie en tout cas. Ok. Et donc à l'heure actuelle, du coup, vous êtes combien partenaires, stagiaires, alternants, Oula, freelance, alors ça, je salariés pourrais pas le confondus? dire. Tout confondu, je pourrais pas le dire. Je pense qu'on peut-être 10 tout D'accord. confondu. Voilà. Et Ok. puis après, ça dépend des moments, quoi. Et sur les missions, du coup, en tant que telles, il y a, donc tu disais, création de site internet, donc plutôt des partenaires avec qui vous travaillez, applications, UX, etc. Et donc, il y a quoi d'autre? Communication, il y a, enfin, Community manager, parce que nous, en fait, on ouais. fait pas de community management. Nous, on est vraiment dans l'aspect technique pub pur. Donc voilà, ceux qu'on travaille avec qui on travaille le plus, c'est vraiment ça, du Google Ads, euh, des sites internet, création d'applications UI, UX et community manager. Et parfois aussi, bah, ça peut être des photographes pour des projets précis ou des vidéastes aussi. On a eu beaucoup de projets aussi, on a eu besoin d'une équipe qui tournait des vidéos parce qu'il faut des belles vidéos pour après les sponsoriser. Et donc, du coup, ça, c'était des gens en rapport avec des projets, donc que vous rémunériez par rapport à des projets, ou c'était vos clients qui faisaient appel à eux pour une partie spécifique? Comment ça se Non, en déroulait fait, en fait? c'est plutôt nous qui allons créer en général la stratégie et le besoin du coup, Mhm. parce qu'on leur explique en fait vraiment. Ce En fait, qu'ils ont nous, on est un besoin. peu la dernière chaîne finalement. Et en fait, si t'as pas un beau visuel euh, ou, euh, ou si t'as pas déjà un beau site internet ou si ton parcours client il est pas fluide, il est pas clair, etc. Ben, en fait, nous, on peut faire tout ce qu'on veut, il se passera pas grand chose quoi. Donc en fait, on va être force de proposition là-dessus. Oui, parce que ils veulent déjà vendre. Peut-être que avant ça, ils n'ont pas encore peut-être défini leur cible, ils n'ont pas encore leur positionnement, ils n'ont pas encore tout ce qui est nécessaire en amont. Donc vous leur proposez une stratégie globale et donc ce qu'il faut mettre en place. Et du coup, s'ils sont OK pour partir avec vous, vous faites de A à Z, quoi. Voilà, c'est ça. Donc soit on fait juste notre partie et des fois ils ont juste besoin de ça et ça marche très bien, soit effectivement ils ont besoin d'une stratégie globale et on peut aussi leur fournir quoi. D'accord. Et c'est même ça moi que je trouve excitant parce que c'est vrai que c'est excitant de réfléchir à comment convaincre la cible d'acheter leurs produits, découvrir du coup la marque. Nous on est enfin je vais reprendre une phrase de Rodrigue, mais on est des amoureux des marques, on est des amoureux des projets, des artistes, etc. En fait, ce qu'on aime, c'est ça. Enfin, sinon, on n'aurait pas fait une école de com. On aime être créatif, chercher l'idée qui va faire, que donner envie aux gens, etc. Au-delà des publicités qu'on fait, on aime ça, quoi. Je note ce que tu dis parce que j'aime bien. On aime les marques, on Bah aime non, les mais c'est vrai, créatifs. ouais. Je pense qu'on ferait pas ce métier-là, mais je pense que déjà être entrepreneur et puis même, voilà, c'est déjà. Normalement, si tu fais quelque chose pareil, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le disent, hein, je dis rien de révolutionnaire, mais si tu fais quelque chose que t'aimes, bah, c'est beaucoup plus facile de le faire tous les jours. Alors, ça ne veut pas dire que j'aime 100% de ce que je fais toute la journée. Attention. Mais c'est sûr que quand on parle comptabilité, je suis pas en train de m'éclater. Oui, Mais ça fait du bien aussi de savoir qu'on a gagné de l'argent, voilà. qu'on peut payer les gens qui sont autour de nous, que nous on peut se faire plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, c'est ça. Et, et de voir que finalement votre entreprise elle progresse. Donc il faut des fois faire un petit peu de choses qu'on aime moins, mais finalement ça prend pas le dessus par rapport à notre passion, donc ça va. C'est ça. En fait, c'est vraiment ça le plus important, c'est de réussir à trouver le juste milieu avec tout ça, quoi. Donc non, non, du coup, Blue Pill, très belle aventure qui fonctionne bien depuis plusieurs années. Et puis surtout, voilà, j'adore partager ça avec Rodrigue, parce que du coup, on se connaît bien, on connaît bien nos familles. Enfin voilà, c'est aussi un ami et c'est surtout ça qui est important aussi.
Et puis même Thomas qui avait bossé avec nous aussi pendant un moment, voilà, on l'avait vraiment intégré aussi, pareil, du coup c'était un ami, enfin c'est un ami. Et du coup, enfin voilà, moi je pense que c'est surtout ça, c'est de travailler avec des gens que tu apprécies au jour le jour, comme tu disais. Ça te permet de travailler plus sereinement et puis surtout de t'amuser quoi, quand tu les vois, quoi, puis que ça te fasse plaisir. Et Parce puis, que- cette notion de confiance, elle est hyper importante parce que quand tu lances ta boîte, comme tu l'as dit tout à l'heure, au départ, enfin, t'es frileux, t'as un peu peur, bah, tu quittes pas forcément ton boulot parce que tu sais pas comment tu vas te rémunérer, etc. Et mine de rien, travailler avec quelqu'un en qui tu as entièrement confiance et où tu pourrais fermer les yeux et tu sais que le boulot sera fait, bah, c'est hyper important, quoi, de se dire, ok, si je pars, si je lui dis, pendant une semaine, je fais une petite pause, j'ai vraiment besoin d'un break. Je sais que la boîte, elle va quand même continuer à tourner parce qu'il sera là et c'est cool, quoi. C'est ça, exactement. Après, moi, c'est vrai que j'ai un peu du mal à décrocher. Des fois, j'ai Et du bien mal à justement, partir. J'ai du mal à justement, partir en parlons-en. vacances. Parlons-en. Comment tu t'organises? Est-ce que voilà, tu te prends des fois des pauses dans ton travail? Ou alors est-ce que quand tu pars en vacances, tu as toujours ton ordi, tu travailles minimum 2 heures par jour quand même? Alors, moi, j'essaye, c'est un vrai gros travail, c'est que je suis quand même une stressée et un peu une full contrôle. Et du coup, j'essaye de m'accorder du temps à moi-même. Mais c'est vrai que bon, j'aime beaucoup le sport, donc ça, je m'accorde beaucoup de temps par rapport à ça. Mais c'est vrai que à chaque fois que je suis partie en vacances, j'ai jamais réussi à partir en vacances en laissant vraiment mon ordinateur. Même si je l'ouvre pas, au moins il est là s'il y a une urgence, on va dire. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal à décrocher complètement. Après, je pense que ça, c'est beaucoup d'entrepreneurs, c'est-à-dire que même si je fais tous les efforts du monde, je ne peux pas enlever ça de ma tête. Et Mais c'est le bon, seul comme côté un peu épuisant, parce qu'il faut le dire, l'entrepreneuriat, c'est pas non plus que un monde merveilleux de paillettes et que tout est génial. J'adore être entrepreneur, mais c'est fatigant. C'est fatigant et parce qu'on y pense tout le temps, parce que en vrai, si on veut, on a du travail tout le temps, parce qu'on a toujours un truc à faire, que ça soit de la prospection client ou le fait de travailler pour un client ou le fait de faire sa propre com ou de réfléchir à sa compta, enfin, on a toujours quelque chose à faire. Et ça, c'est vraiment un travail que j'essaye de faire, justement avec Pierre, avec d'autres coachs, etc. Vraiment de travailler sur ce lâcher-prise qui est hyper important pourtant pour se ressourcer et avoir des idées et repartir d'attaque, quoi. Et donc, du coup, ça m'amène à faire la transition sur ta rencontre avec Pierre, parce que c'est un moment où vous étiez en voyage plutôt Palma de Mallorca. entrepreneur, en train de, donc, normalement, profiter pour justement se ressourcer, que vous vous êtes rencontrés. Et donc, est-ce que tu peux nous apporter ta vision? Ouais, bien sûr. Et bah du coup, donc justement, donc voilà, comme je disais, donc Blopil qui fonctionne très bien depuis des années. Puis je sentais quand même que justement, il y a d'autres choses qui m'attiraient et que je pouvais peut-être pas développer avec Blopil. Et ça, j'avais déjà un peu cette idée dans la tête, mais sans plus, quoi. Je me disais, je suis déjà pas mal prise. Mais bon, le temps, en fait, on peut toujours le trouver. Et donc, on était partis en vacances, effectivement, avec des amis, donc à Palma de Majorque. Et voilà, donc comme Pierre l'a très bien expliqué, donc on était dans un endroit, bah, on avait vraiment trouvé une maison extraordinaire, avec terrain de tennis, piscine et tout. Franchement, c'était fou. C'était des super vacances, donc avec des très bons amis. Et on était les deux à se lever le matin tôt, avant tout le monde, et à se retrouver du coup à travailler au bord de la piscine, tranquillement, avant que toute la maisonnette se réveille. Et donc du coup, bah voilà, à force d'être tous les deux l'un en face de l'autre, on s'était déjà croisés à quelques soirées, mais on se connaissait pas très bien, on va dire. Et donc du coup, là, on a commencé à discuter, et effectivement, on s'est rendu compte qu'on avait la même vision de l'entrepreneuriat, qui était le fait, bah, déjà que ça soit un plaisir, le fait de travailler avec des personnes de valeur, qui ont la même vision, et surtout de travailler en s'amusant, c'est-à-dire que ça soit vraiment des personnes avec qui on travaille, que ça soit aussi des amis, qu'il y ait vraiment ce côté humain, si ça va pas, qu'on en discute ensemble. Enfin, moi j'ai toujours dit à toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, je préfère rester amie avec toi et demain fermer ma société que de garder ma société et perdre cette amitié, quoi. Donc ça, c'est vraiment un choix où... Et pourtant, j'aime ma société, j'aime gagner ma vie. Mais vraiment, voilà, je préfère rester amie avec cette personne. Du business, il y en aura toujours.
Une vraie amitié, c'est pas pareil. Enfin, voilà, ça se cultive et ça se travaille, quoi. Et donc, du coup, vraiment, ça a été vraiment un coup de foudre, je pense, amical avec Pierre. Euh, on s'est hyper bien entendu, surtout pas que sur l'entrepreneuriat, mais même sur la vision de la vie. Voilà, même on parle beaucoup de notre vision du couple. Enfin, vraiment sur plein de choses, on a été hyper raccord et on s'est tout de suite vachement entraidé dans le fait de réfléchir, justement, de se pousser l'un l'autre à avoir certaines réflexions de vie et de vision de futur, que ça soit justement entremêlé entre nos vies privées et le travail. Moi, c'est surtout ça qui m'a interpellée. Et en fait, on s'est rendu compte que sûrement que d'autres entrepreneurs avaient envie de ça. En fait, d'aller quelqu'un qui les aide à monter plus haut, mais aussi qui les pousse dans leur retranchement, en allant titiller un petit peu peut-être certaines choses. Parce que souvent, quand on est entrepreneur, tout est lié aussi, notre vie privée, etc. Comme je disais, des fois, on a du mal à mettre des barrières. Et donc, justement, comment on fait pour trouver le bon équilibre financier, euh, le bon équilibre dans sa vie de tous les jours, comment on fait pour communiquer, pour incarner son entreprise, avoir la bonne vision de son entreprise. Et en fait, à force de parler de tout ça, et de se revoir et de parler de ça, on s'est dit, mais c'est vraiment ça qu'on a envie de partager avec d'autres entrepreneurs. Et donc là, on a créé donc Colo Entrepreneur. Et donc moi, ce qui m'a fait marrer avec ce nom-là, c'est je voulais vraiment créer une sphère dans laquelle on se sente bien entre entrepreneurs. Et en fait, je me suis rappelée de mes colonies de vacances. Et je me suis dit, viens, on leur propose de partir en colo entre entrepreneurs et de créer un lieu où il n'y aurait pas de jugement, où au contraire, ça serait juste de l'entraide et du coaching, des conférences, de l'échange, et puis du sport et tout ça. Donc, du coup, vraiment des activités comme quand tu es en colo, quoi. Et donc, on a créé Colo Entrepreneur. Et donc là, on a eu quelques mésaventures, Voilà. comme tout n'est pas toujours rose. Avec le Covid, etc., notre projet de partir a été un peu mis à mal. On devait partir au Portugal, justement. Tellement je suis amoureuse du Portugal aussi. La fille qui fait tout par passion et par coup de foudre et par amour. Je suis amoureuse du Portugal, de l'entrepreneuriat, des marques. Non, mais franchement, c'était cohérent au final, du coup, avec toi et avec ta vision. Donc, c'était bon. Donc, voilà, effectivement. Et donc, du coup, vu que tous les deux, on donnait des cours aussi, voilà, donc il y avait beaucoup de choses, on fait beaucoup de sport tous les deux, lui il a monté une salle de crossfit, donc en fait on voulait vraiment entremêler tout ce qui nous passionnait. Voilà, Pierre il fait énormément de coaching aussi personnel, il avait vraiment envie de partager ça aussi. Enfin voilà, vraiment partager tout ce qui nous fait vibrer et grandir en tant qu'entrepreneur. Et, euh, et donc c'est ça qu'on voulait partager. Et donc finalement on s'est adapté, parce que c'est aussi ça, quand tu es entrepreneur, il faut s'adapter. Donc on s'est un peu adapté à la situation actuelle. Et donc on a su rebondir. Et à un moment, on s'est mis un petit coup de pression, comme Pierre a raconté la dernière fois, en mode, bah écoute, là, Colo, ça bat un peu de l'aile, on est resté sur notre idée de partir en séjour, c'est compliqué. Euh, et donc on s'est mis un petit coup de pression, on s'est dit, bon écoute, dans 1 mois et demi, soit ça a bougé, soit on arrête. Enfin, c'est surtout Pierre qui m'a mis ce petit coup de pression d'ailleurs. Et donc mais moi je marche un peu comme ça aussi. J'ai dit, ok, mais non, on va pas s'arrêter là, pas question. Et donc finalement, on s'est relevé les manches, on a retravaillé la vision et ce qu'on proposait. Et on a recommencé du coup des coachings. On a proposé des coachings en distanciel. On a réadapté nos packs par rapport à la demande et aux besoins. Et finalement, on se rend compte que ça plaît. Et donc là, on est aussi en train de développer un très, très gros projet avec des coachs sportifs. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont en cours, plus des clients du coup là des demandes de clients aussi qu'on coach et puis qu'on va coacher. Et c'est vraiment le plaisir aussi de se rendre compte que bah voilà, on peut aider les gens à avancer. Et en fait, on a vraiment essayé de créer quelque chose que nous, on aurait rêvé d'avoir en fait à nos débuts. Donc accessible financièrement et qui t'aide réellement à décoller et où tu te sentes vraiment épaulé, en confiance et avec d'autres personnes qui partagent ta vision en fait. Et là, pour les coachs sportifs, je crois que Pierre en parle un peu dans son épisode, mais en gros, vous essayez de lancer un programme pour eux, les aider à se lancer, c'est ça?
Exactement, c'est ça. Moi, en fait, j'ai déjà travaillé il y a très longtemps avec un coach de coach sportif qui aide vraiment à créer plein de choses autour de ça. Et j'ai senti que du coup, il y avait un besoin chez ces coachs sportifs aussi, surtout en ce moment, Ouais. ils sont un peu mis à mal. Et donc, en fait, c'est les aider à réinventer, à retravailler leurs réseaux sociaux, à réinventer leur vision, leur manière de faire les choses, etc. Et donc, effectivement, on est sur ce projet-là qui va normalement bientôt décoller. On est sur les dernières finitions. Donc, voilà. Hâte de voir ce que ça va donner alors. Du coup, j'ai deux, voire trois autres questions. Ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on parle, mais c'est trop intéressant. Est-ce que tu as des projets pour l'avenir sur lesquels tu as envie de nous parler ou voilà, pour faire évoluer Blue Pill, Colo Entrepreneur. Donc, Colo Entrepreneur, tu en as un petit peu parlé. Vous avez réussi du coup à vous adapter à cette crise sanitaire et donc à relancer votre offre différemment. Blue Pill, a priori, bon, c'était déjà du digital, donc il n'y avait pas trop besoin de s'adapter, ça fonctionne toujours autant. Est-ce que vous avez d'autres idées pour continuer? Alors, bah, pour Colo, oui, parce que vraiment, ce séjour, c'est quelque chose qu'on a quand même envie de faire. Et donc là, justement, on est en train de relancer sur ça aussi. Donc pareil, on a des personnes qui sont intéressées, donc ça, c'est super, parce que J'en c'est fais vraiment, partie. vraiment quand même la genèse, ça. Donc même si, voilà, pareil, on réadapte, ça ne sera pas exactement tout de suite ce qu'on veut faire, mais au moins voir un peu ce que ça peut donner, puis du coup, justement, d'avoir une première expérience, un premier retour de d'autres entrepreneurs pour améliorer ça. Et puis, bien sûr, bah, moi, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui me plaît de plus en plus, vraiment le coaching dans sa globalité, c'est-à-dire vraiment chercher à aller plus loin, que ça soit dans le bien-être, au quotidien, dans l'entrepreneuriat et tout. Donc moi, je pense vraiment, après pour l'instant, c'est encore très fou dans ma tête, mais je pense que je vais évoluer sur ce genre de choses. En tout cas, dans vraiment prendre de la hauteur sur certaines choses et vraiment aller chercher plus loin. En fait, moi, ce qui me plaît parfois dans l'entrepreneuriat, j'ai l'impression que c'est plus le fait d'entreprendre et de créer des choses aussi. Donc voilà, je suis en pleine réflexion sur tout ça. Euh, j'ai changé de ville aussi. Voilà, je suis plus à Paris, je suis à Nantes. Parce que justement, j'ai aussi envie de plus de confort de vie. J'ai envie d'être à la mer plus souvent. J'ai envie de faire plus de sport en extérieur. Enfin, c'est un ensemble qui fait que, et ce que j'avais déjà un peu à Lisbonne, voilà, j'ai charbonné très dur. J'étais à Paris, etc. et tout. Je le fais toujours, je travaille très dur. Mais c'est vrai que j'ai besoin aussi, voilà, maintenant j'ai passé 30 ans, etc. Enfin, j'ai aussi d'autres envies qui sont en train de grandir. Et je pense que ça va vachement influencer aussi ma manière d'entreprendre. Et je pense aussi de faire grandir mes sociétés. En tout cas, j'espère. Mais pour l'instant, c'est vraiment des choses qui sont en réflexion dans ma tête, donc qui ne sont pas encore très construites. Mais tant mieux, parce que je pense que il faut pas s'arrêter à une chose. Et contrairement à certains entrepreneurs aussi, je ne m'interdis pas de retourner dans le salariat. C'est-à-dire que je pense que il faut pas se bloquer, c'est-à-dire qu'on peut effectivement avoir plusieurs vies. Et j'ai rencontré certains entrepreneurs qui l'ont fait. Si tu as un projet, à un moment d'une société qui te fait rêver, et que tu sais qu'en allant dans cette société, tu vas apprendre des compétences, fais-le, même si c'est que pour 3 ans. Et après, remonte une société. Enfin, vraiment, vraiment, je m'interdis rien, en tout cas. Je m'interdis pas de remonter une troisième société aussi. Là, il y a certaines choses avec lesquelles je suis en train de parler avec mon frère. Donc, je suis en train de réfléchir à certaines choses aussi avec lui. Vraiment, je m'ouvre plusieurs portes. Voilà. Mais j'aime beaucoup aider les gens à monter des projets. Ça, c'est vraiment un truc qui me plaît de plus en plus, quand même. Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça montre aussi que enfin, tu vois, tu dis oui, j'ai passé le cap des 30 ans, j'ai des envies différentes, etc. Mais ça montre que tu peux évoluer euh, tout au long de ta vie dans ton processus professionnel, dans ton processus aussi de développement personnel et professionnel. Et que donc, du coup, tes envies, elles peuvent évoluer. Et donc, comme tu dis, ça peut très bien revenir que tu aies envie d'être dans une société au lieu d'avoir ta boîte ou avoir ta boîte un petit peu en stand-by ou juste que les choses, elles roulent et que donc, du coup, bah, tu as envie d'autre chose, d'un nouveau challenge et c'est OK. Et du coup, ça montre bien que
au fur et à mesure du temps, tes envies, elles évoluent et aussi, tu te formes et toi, personnellement, tu évolues grâce à tout ce que tu mets en place, quoi. Ouais, exactement. Je pense que vraiment c'est ça, c'est de se fermer aucune porte et en fait dire oui même quand t'as peur aussi, parce que moi je prends certaines challenges, des fois je me dis oh là là je vais jamais y arriver, mais vraiment j'essaye au maximum de dire oui. Et en fait il y a des choses des fois, mais ça je l'ai appris de ma grand-mère, mais c'est une vieille histoire, ça me faisait rire. Une fois justement elle m'avait raconté ça que avec une pote, elle cherchait un stage et tout, et en audiovisuel, elle savait rien faire. Le mec lui a dit, vous savez faire ça, ça, ça. Elles ont dit oui, mais elle savait rien faire. C'est une pote qui a raconté ça. Et du coup, finalement, elle faisait plein de trucs comme ça. Une fois, elle est rentrée à l'aéroport, elle s'est fait passer pour quelqu'un d'autre pour rentrer dans un truc. Enfin, ma grand-mère était assez rentre dedans, couillue, je sais pas, j'aime pas ce mot-là, mais bon, voilà, elle hésitait pas en tout cas à faire les choses. Et du coup, c'est vrai que des fois, elle me disait, mais t'inquiète pas, si tu dois vraiment, t'apprendras sur le tas. Et moi, j'ai fait des choses comme ça quand j'étais plus jeune. Genre, je me rappelle, je devais faire un stage en Angleterre. J'étais nulle en anglais, j'avais eu 5 au bac. Vraiment, nulle, nulle, nulle. Et je devais absolument progresser en anglais. J'ai décroché un entretien pour un stage. Et j'ai demandé à une copine de faire l'entretien à ma place, parce qu'elle était forte en anglais. Ne refaites pas ça chez vous, les enfants. Et je suis partie en Angleterre, à New Romney, un coin paumé au bord de la mer et tout. Et vraiment, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je fous là et tout. Mais vraiment une galère. Et finalement, c'était un stage exceptionnel. Et j'étais en coloc avec plein d'étrangers, enfin, un énorme délire. Et en fait, j'ai vachement progressé en anglais. Et en fait, ça m'a permis vraiment de me lancer ensuite, de partir en Australie, etc. Enfin, et d'ailleurs, de travailler chez Facebook, ça me serait jamais arrivé si j'avais pas fait tout ça. Mais c'est comme l'Australie, hein, je suis partie à l'arrache, j'avais 1000 € en poche, je dormais chez un pote de pote pendant 3 jours, je savais pas du tout ce que j'allais devenir. Mais il y a un moment donné, je pense que moi je suis très comme ça. C'est une fois que je suis au pied du mur aussi, ben pas le choix, il faut le faire. On y va. Ok, on y va. Donc vraiment, je suis aussi dans ce truc-là. J'aime pas ronronner quoi. J'ai un peu du mal avec ça. Dès que je ronronne, je m'ennuie. Et dès que je m'ennuie, je me sens pas bien. Moi, j'ai besoin qu'on me challenge, j'ai besoin de me sentir vivante, vachement. Et c'est pour ça quand Pierre m'avait dit, bon, écoute, on a 1 mois et demi et c'est comme ça et c'est tout. Pierre, il t'a mis un coup de presse. Voilà. Mais j'aime bien ces petits moments-là aussi où du coup tu te dis, ok, bon, bah là, c'est maintenant ou jamais, quoi. Et je le fais dans le sport aussi, quoi. Je fais des Spartans où on va courir à la montagne, on fait des trails, on soulève des obstacles. Et il y a vraiment des Spartans, c'est la morzine, c'était 7 heures de course. C'était marche ou crève, quoi. C'est le Mais mental. c'est le mental. Et ça, moi, je le bosse beaucoup et c'est vrai que je marche vachement comme ça. Et je sais que je pense que c'est aussi un truc qui est très important pour les entrepreneurs, c'est de vachement travailler le mental. Alors, il y en a, ça va être en faisant de la méditation, du yoga, d'autres en faisant des sports extrêmes. Mais chacun son équilibre, mais je pense que c'est très, très important à travailler. Je suis d'accord avec toi. Du coup, ça m'amène à ma dernière question. Est-ce que tu en as donné énormément là pendant cette heure de partage, mais est-ce que tu aurais 3 conseils vraiment clés à donner à un entrepreneur qui aimerait se lancer? Si tu devais en choisir 3. Alors, le premier, je sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, c'est le courage. C'est-à-dire que moi, je considère pas que je suis plus intelligente que certaines personnes, peut-être même loin de là, ou plus talentueuse que certaines personnes. Mais par contre, je pense que je suis courageuse. Voilà. Comme je disais, j'ai vachement de culot et vachement de courage. Donc je pense que c'est ça, du coup, ça peut être relié le fait de sortir de sa zone de confort, mais il y a un moment, il faut vraiment se prendre par la main et puis il faut dire, ah, écoute, là, il faut que j'y aille là. Et au pire des cas, tu te plantes, tu te plantes. C'est comme une fois, on m'avait dit, monte en première sur scène, tu sais, parce que tu as un ordre. De toute façon, si t'es nul, on se rappellera même pas de ton prénom. Non, mais c'est vrai. Qui, quand tu vas dans une scène ouverte, qui se rappelle du prénom de l'humoriste qui était nul? Oui, c'est Personne. vrai. Oui, c'est vrai. Alors que si t'es fort et que t'es hyper drôle, oui, les gens vont essayer de retenir ton prénom et vont le noter. Si t'es nul, voilà. Et donc en fait, je me rappellerai toujours de ce conseil-là. Je sais plus qui m'avait dit, mais je crois que c'était Kian Kojandi, donc tu vois. Donc j'étais hyper impressionnée qu'il soit là. Et il m'avait dit ça, et du coup, ça m'avait fait vachement décompresser. Je me suis dit, bah ouais, en Ouais, vrai, j'avoue. personne ne me connaît. Donc si je suis nulle et que de toute façon je bite sur scène, moi je vais m'en rappeler. Mais alors, les gens dans la salle,
mais personne, il n'y a jamais quelqu'un qui a dit, un jour, je me rappelle d'un humoriste vraiment très très nul, et je me rappelle très bien de son prénom, et d'ailleurs, Elle je le suis s'appelait sur les réseaux Elsa. sociaux. Non, mais d'ailleurs, je le suis C'est sur les ça, réseaux, juste parce qu'elle est nulle. Bah voilà, personne s'emmerde à aller suivre c'est quelqu'un. clair. Juste parce qu'elle est nulle, je la Non, suis. mais voilà, c'est ça. On Donc en fait, aura c'est la tout même chose. entendu, tu sais. Tu montes une entreprise, tu sais, si tu as monté une entreprise, alors oui, ton petit ego, il va en prendre un coup si tu te plantes, mais si toi, tu as lancé un truc et un nom, etc., que tu as distribué des cartes et que finalement personne t'a rappelé ou que ça fonctionne pas, ou finalement tu te rends compte que c'est pas ce que t'aimes et que tu passes à autre chose, mais les gens s'en rappelleront pas. Il y a que toi qui vas t'en rappeler. Par contre, toi, il faut que tu saches analyser tes erreurs et comprendre comment rebondir. Donc ouais, je pense que c'est vraiment ça, c'est le courage, relativiser, du coup, je dirais peut-être le deuxième, parce que finalement, c'est ça, c'est relativiser. Et le dernier, je dirais, du coup, faites les choses avec passion. Du coup, parce que finalement, c'est ça que j'ai fait, donc que ça soit s'entourer des personnes que vous aimez, ou en tout cas, ouais, faites les choses avec passion, quoi, et avec amour, ça passera toujours mieux si vous faites quelque chose que vous aimez, ou en tout cas avec des personnes que vous aimez, plutôt que... La vie, elle est trop courte pour s'emmerder, franchement. Donc, du coup, on retient Peace, Love and Lisbonne, quoi. Ça peut être ça, mais il y a plein d'autres villes qui sont cool. Mais ouais, Lisbonne, ça va donner envie aux gens d'y aller en vacances. C'est ça, on a trop envie. Moi, d'ailleurs, Et j'avais trop envie de faire un week-end là-bas. Donc, tu vois, tu m'as donné encore plus envie. j'ai pas de bonnes adresses en plus. Les gens, tu sais, ils vont m'appeler que pour ça. Alors, ton C'est ça, podcast, c'est cool, mais vraiment, t'as c'était des cool. adresses ou pas à Lisbonne? Parce que Donc, je mettrai le numéro de téléphone perso d'Elsa. Nantes aussi, c'est cool, hein. Peace, Love and Nantes. Voilà, si vous voulez venir à Nantes aussi, c'est Oui, très sympa. aussi. Voilà, ok. Bon, on retient ça en tout cas. Merci beaucoup pour tous tes partages, tous tes conseils, parce que tu en as donné des milliers dans ce podcast. Et je pense que ça va beaucoup plaire à nos auditeurs. Si tu as un dernier message à faire passer, j'ai dit à Pierre une petite dédicace. Voilà, n'hésite pas. Et puis, moi, je te remercie vraiment d'être confiée à nous. Et ben écoute, je te remercie aussi, parce que c'est un superbe exercice, comme je te l'ai dit. Plus moi qui ai toujours voulu faire de la radio et qu'en effet, je trouve ça Voilà. génial d'avoir cette impression très fluide, effectivement, comme tu l'as très bien dit au début, d'être avec un pote dans un café. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Et puis, je pense qu'ils se reconnaîtront, mais toutes les personnes qui m'ont soutenue, parce que finalement, je pense que être un entrepreneur, ça se fait pas tout seul. Enfin, certains peut-être diront que oui, mais en tout cas pour ma part, c'est clairement pas tout seul que j'y suis arrivée. Donc que ça soit les personnes qui m'entourent dans ma vie de tous les jours, parce que j'ai beaucoup d'amis ou la personne qui partage ma vie, etc., qui va me soutenir. Et puis surtout mes associés, et avec qui j'ai eu la chance de travailler, que ce soit Rodrigue, Thomas, Pierre, voilà, et mon frère aussi, qui me soutient énormément, et qui est mon plus gros fan sur tous mes projets. Et non, vraiment, ouais, j'ai une famille hyper supportrice aussi. Je pense que c'est surtout ça. Moi, j'ai vraiment la chance d'être très bien entourée. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé Colo, c'est que les personnes qui ne se sentent pas assez bien entourées, n'hésitez pas à venir en parler, quoi. À venir, et vraiment, n'ayez pas peur de ça. Moi, j'en ai beaucoup parlé, j'en parle aussi vachement à mes étudiants. N'ayez pas peur d'envoyer un message à un entrepreneur, même si, soi-disant, il est hyper connu, etc. Au pire des cas, c'est pareil, il vous répond pas. Vous n'avez rien perdu, vous l'avez déjà, le nom. Et dans le meilleur des cas, il vous répond, et en fait, ça se trouve, vous allez avoir un super échange. Donc, n'ayez pas peur, vraiment, de demander de l'aide. Vraiment, faut pas avoir peur. Bon, super. Merci beaucoup, Elsa, pour cet échange. Et puis, je te dis à très vite en visio, en vrai, à Nantes, à Paris, à Orléans, tout ce que tu veux. Merci encore. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et petites étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages en privé, ça nous fera très plaisir.